Très bien, mesdames et messieurs, merci de cet accueil auquel je ne m'attendais pas. Je pense que les participants peuvent dès maintenant rejoindre leur siège. Hervé Jean-Jean, en premier, puisqu'il va prendre la parole après moi. Hervé, j'ai le mien propre, ce qui me permet de garder les mains libres. Bien, Monsieur Gagé, Monsieur Bourrinet, Monsieur Canivet, Maître Maurer, il n'y a pas d'ordre protocolaire, vous installez comme vous l'entendez. Merci, bienvenue messieurs. Je ne sais pas comment s'est déroulée cette table ronde, ce colloque jusqu'ici. Nous abordons cependant un sujet qui est grave, qui est sérieux, qui va bouleverser nos vies dans tous les domaines au cours des 20 ou 30 prochaines années, c'est le Brexit. On peut en sourire, mais je n'ai pas le cœur joyeux quand je vois comment les choses se sont emmanchées depuis un certain nombre d'années. Je vais céder la parole très rapidement à nos amis qui approfondiront tel ou tel sujet en rapport avec le Brexit. Pour ma part, je voudrais rappeler cependant quelques repères qui sont les nôtres à Bruxelles, des repères d'ordre juridique évidemment. Au bout de 44 années dans l'Union européenne, un peu plus maintenant, le Royaume-Uni a décidé, à la suite d'une erreur d'aiguillage historique, de tenir un référendum, toujours évidemment une arme à double tranchant, afin de savoir s'il convenait de rester ou pas dans l'Union européenne. Le résultat, vous le connaissez, d'une courte tête, ceux qui prônaient l'abandon de l'Union européenne et de prendre le grand large l'ont emporté. Ensuite, il ne s'est rien produit. Nous étions le soir du 23 juin 2016. Pendant 9 longs mois, il ne s'est rien produit, sauf une effervescence souvent surréaliste, toujours stérile, au sein de la classe politique britannique. Et puis Mme May, Premier ministre, entre-temps, à la succession de M. Cameron, qui était un peu l'artisan de ce désastre, Mme May a effectivement décroché son téléphone, c'est faux d'ailleurs, elle a envoyé une lettre, pour dire à M. Tusk, le président du Conseil européen, que c'était terminé, que son pays avait l'intention de quitter l'Union européenne. M. Tusk a aussitôt déclenché la procédure prévue à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, et la balle a été lancée. Dans les dispositions de cet article, il est dit que la négociation doit prendre 2 ans au maximum. Nous étions le 29 mars 2017, par conséquent, cette période se termine le 29 mars 2019, à minuit, heure de Bruxelles, pas heure de Londres. Ça a été assez reproché aux négociateurs européens par la grande presse britannique. Par grande, je veux dire au tirage illimité. Ensuite, il s'est produit très peu de choses. Il y a eu une espèce de négociation fantôme où l'équipe de Michel Barnier, au nom des 27, s'est empressée de faire ce qu'il pouvait. Mais c'était une espèce de combat de boxe contre un miroir. On essayait de deviner ce que pensait ou voulait la partie adverse. Et on n'y est toujours pas vraiment parvenu. Dans un geste politique qu'il faut saluer, au mois de décembre, on a estimé qu'on avait plus ou moins rempli de façon satisfaisante les premiers pas de la phase 1 de cette négociation, celle qui porte sur le divorce. Hervé Jean-Jean va évoquer cette question dans quelques instants. C'était un peu tiré par les cheveux. En quoi consiste cette phase 1, pour l'essentiel, elle s'articule autour de 3 pôles. Le premier, c'est la facture du divorce, pour solde de tout compte. Nous sommes à peu près d'accord sur la méthodologie qui prévaudra au calcul de cette somme. Évidemment, et surtout à la demande de la partie britannique, personne à Bruxelles n'avance de chiffres concrets. Les chiffres avancés vont de 50 à 130 milliards. En réalité, personne n'en sait rien parce qu'évidemment, il y aura une contribution britannique à la carte après le Brexit qui influera évidemment sur le montant que Londres devra débourser. Pour l'instant,
on sait qu'ils paieront, comme ils s'y sont engagés, jusqu'à la fin de la période pluriannuelle budgétaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020. Premier des trois pôles. Le second des trois pôles, c'est celui des personnes, l'aspect humain de la chose, ou inhumain. C'est le sort des 3 millions à peu près, des 300 000 ressortissants de l'Union européenne installés au Royaume-Uni. Non, je dis bien 3 millions, c'est juste, oui. Et le sort du 1 700 000 à peu près Britanniques installés dans l'Union européenne, à 27. On a un peu progressé sur ces questions-là, mais on est encore relativement loin du compte. Le dernier élément, c'est celui des futures frontières extérieures de l'Union européenne. Jusqu'ici, c'était une chose qui nous paraissait lointaine, c'était l'affaire de Frontex, nos frontières méditerranéennes ou ailleurs, ou dans l'Est. Ici, évidemment, nous allons voir l'ouest de l'Europe traversé par cette nouvelle frontière extérieure. L'élément le plus dur, c'est celui de la situation en Irlande, entre le nord et le sud de cette île. Pour anecdote, on peut dire qu'il y a aussi le cas des îles anglo-normandes, et plus sérieusement, il y a le cas de Gibraltar. Voilà donc les trois pôles de cette première phase. Nous aurons donc un départ du Royaume-Uni le 29 mars de l'année prochaine. Il nous reste un an. En réalité, moins que ça. Car au-delà de la négociation proprement dite et d'un éventuel accord, encore faut-il qu'il soit adoubé par les parlements britanniques et européens. Et la partie n'est pas gagnée. Je vois une série de lignes rouges qui apparaissent de façon croissante tous les jours, pratiquement, de la part des uns et des autres. Il est vrai que nous approchons de la période électorale avant les élections européennes qui, en France, auront lieu le dimanche 26 mai de l'année prochaine. Et on assiste déjà à une forme de surenchère entre ceux qui seront candidats l'année prochaine, dans tous nos pays. Les Britanniques, voyant que ce serait difficile à aménager, ont demandé une période de transition. Cette disposition n'est prévue dans aucun texte. Dans un geste politique, les 27 ont dit oui. Et à ce moment-là, les Britanniques ont dit oui, mais alors il faudrait que ce soit sans limitation de durée, dans le temps. Il faudrait évidemment que les ressortissants de l'UE 27 qui viendraient s'installer chez nous pendant cette période, évidemment, renoncent à la situation qui est aujourd'hui la leur. On trouverait un truc intermédiaire. Alors, le bon sens a prévalu. Négociant toujours à reculons, le Royaume-Uni a fini par se dire que, c'est vrai, il fallait qu'il y ait tout l'acquis communautaire en l'état, à l'exception de la participation britannique dans les institutions de l'Union. Parce que sinon, on introduisait une série sans fin d'incertitudes juridiques dans le jeu, en particulier pour la situation des personnes. Donc ils se sont rendus à cela. Quant à la limitation dans la durée, elle est très claire. Elle coïncide précisément avec la fin de la période dont je parlais tout à l'heure, la période budgétaire septennale. Cela fait du bois de rallonge de 21 mois, et c'est probablement suffisant. Voilà. Je me tourne maintenant vers le premier intervenant, Hervé Jouanjean, pour qu'il nous dise quels sont les scénarios les plus plausibles pour cette première partie, la phase 1, l'accord de défaisance en quelque sorte. Bien, merci Quentin Dickinson. Quentin, vous avez dit beaucoup de choses déjà. Je crois que ce qui préoccupe les juristes, c'est d'essayer d'évaluer le terrain sur lequel ils vont avancer dans les 2-3 ans qui viennent. Et il y a donc cette question de la sécurité juridique. Est-ce que nous avons, oui ou non, aujourd'hui, des éléments qui nous permettent de dire oui, nous avons une certaine sécurité juridique, ou est-ce que, en fait, nous naviguons dans un brouillard plus épais qu'on ne veut nous le faire croire? Alors, la sécurité juridique, je dirais, vous l'avez tout d'abord en ce qui concerne
la législation européenne telle qu'elle existe et telle qu'elle sera maintenue dans le droit britannique. Le gouvernement britannique a été très clair, le EU Withdrawal Bill le confirmera. Il est actuellement, comme vous le savez tous, en discussion. Il est déjà passé une fois devant la Chambre des communes et la Chambre des lords. Et il prévoira qu'on maintient évidemment tous les éléments du droit britannique qui résultent de la transposition des directives. Et il transposera en droit britannique tous les règlements, toutes les décisions qui sont des instruments directement applicables de droit européen. Donc en fait, la première étape du Brexit, c'est d'intégrer dans le droit britannique toute la législation européenne. Donc il y a, pour vous, juristes, je dirais, un certain soulagement, parce que vous allez avoir un environnement juridique en Grande-Bretagne qui, entre le jour de la sortie effective, probablement le 31 décembre 2020, et le 1er janvier 2021, signifie que rien ne changera. Ou presque. Ou presque, parce qu'évidemment, ces textes devront être corrigés pour tenir compte des dimensions transfrontières qui devront être éliminées de ces textes, pour corriger aussi ce que nos amis britanniques appellent très gentiment dans les textes législatifs les deficiencies, c'est-à-dire ces éléments qui devront être corrigés parce qu'ils ne correspondent pas tout à fait à la situation britannique. Et là, j'avoue qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, et le législateur britannique aura probablement peut-être une tendance à aller un peu plus loin qu'on ne pourrait le souhaiter, sachant que, de plus, c'est le gouvernement britannique qui a demandé la possibilité d'agir directement par ordonnance pour modifier ces textes sans passer par le Parlement. Donc sécurité juridique, oui, avec ce petit point à suivre. Deuxième élément de sécurité juridique, c'est en effet, comme l'a rappelé Quentin Dickinson, c'est que vous allez, jusqu'au 31 décembre 2020, a priori, j'y reviendrai, continuer à vivre dans l'univers d'aujourd'hui. Institutionnellement, les Britanniques seront sortis. Opérationnellement, ils seront toujours dans l'Union. Si j'étais désagréable, je dirais que pendant 21 mois, ils vont être une colonie britannique, une colonie européenne. Ils adopteront tous les textes, ils appliqueront tous les textes. La Cour de justice continuera à travailler comme avant sur le territoire britannique. Ils transposeront les directives. Bref, au cours de cette transition, eh bien, rien ne changera. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez rentrer chez vous tranquille et vous dire finalement, j'ai rien à faire jusqu'au 31 décembre 2020 ? Alors premièrement, vous avez de toute façon beaucoup à faire. Et je vais vous dire pourquoi. Mais en fait, il y a de sérieux dangers sur cette route. Quentin en a rappelé un, la question irlandaise. Nothing is agreed until everything is agreed. C'est écrit dans les conclusions du Conseil européen. Et la question irlandaise, telle qu'elle est posée, n'a pas de solution. Il faudra une frontière. Or, la mise en place d'une frontière classique, vous l'avez tous vu dans les journaux, entre l'Irlande, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, est une quasi-impossibilité. Repousser la frontière sur l'eau, ça veut dire créer une divergence, une dissension à l'intérieur du Royaume-Uni. Et donc, il n'y a pas pour l'instant de solution. La Commission a proposé quelque chose qui est en fait de repousser. On a tous pensé à la situation Hong Kong, Chine. Les Britanniques n'en veulent pas. Deuxièmement, deuxième risque, en décembre dernier, vous avez probablement les uns ou les autres suivi le feuilleton de la Chambre des communes, où le gouvernement de Mme May a été mis en minorité par une majorité de circonstances, regroupant pour atteindre cette majorité des opposants au Brexit et des hard Brexiters. Les hard Brexiters voulant un Brexit dur, c'est-à-dire pas cette transition, rien de tout ça. On sort, point final. On rompt avec ces horribles Européens. Et puis ceux qui veulent maintenir l'Union européenne dans l'Union à tout prix. Ils ont gagné.
il y a une disposition proposée par Dominique Grive qui introduit une obligation de vote à la Chambre des communes. Le bon sens voudrait tous nous pousser pour dire, une fois que ça aura été réglé entre le gouvernement et les États membres, tout ira bien. Mais on sait que c'est l'irrationnel qui domine dans cette discussion. Donc, tout est possible. Y inclut, au mois d'octobre 2018, quand le texte devra aller devant le Parlement britannique, un vote que l'on pourrait voir sortir négatif avec le projet d'accord de sortie qui tombe à l'eau. C'est pas vraisemblable, mais c'est quand même, ça ne peut pas être écarté. Donc voilà ce que je voulais dire à ce stade, puisque Quentin, c'est la question qui m'a été posée. On a très peu de temps pour chacun des points. Donc oui, vous aurez a priori un bon espace de sécurité, une bonne base pour travailler. Mais attention, ce n'est pas acquis. Et le Conseil européen l'a dit très fermement à la fin du mois de mars. Ça ne vous empêche pas de travailler sur les sujets immédiats. Pensez à vos contrats, pensez à la propriété intellectuelle. Tous sujets qui sont devant vous. Monsieur Varin, tout à l'heure, a fait référence au problème de l'industrie. Pensez en effet aux questions douanières, pensez aux mesures non tarifaires. On y reviendra tout à l'heure. Merci Hervé, vous avez été parfait, vous avez tenu exactement dans les 5 minutes, sans que je vous le rappelle. Vous devriez faire de la radio. Discipliné. Bien, le Brexit, dont on a pu dire récemment que c'était un champ de mine entouré de sable mouvant, c'est quelque chose où même dans cette grande incertitude, nos entreprises cherchent à contrer ce qu'on ne sait pas encore, à s'organiser, à anticiper. Alors on a souhaité effectivement faire un tour d'un certain nombre, donner un coup de projecteur sur un certain nombre d'activités, et je commence par le transport aérien. Comment donc, Frédéric Gagé, comment est-ce que le transport aérien s'y prend pour anticiper sur l'inconnu ? Oui, peut-être quelques mots sur cet intéressant sujet. D'abord, ici, on aura le transport aérien et la finance. Il y a plein d'autres industries qui sont concernées. Donc ces deux-là ont une coloration un peu particulière, mais le problème des pêcheurs, des producteurs de lait, l'industrie pharmaceutique sans administration pour vérifier les mises sur le marché, tous ces sujets industriels sont tous extrêmement compliqués, et c'est pas parce qu'on parle aujourd'hui que de l'aérien et que de la banque que c'est les seuls qui sont concernés. Donc pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des entreprises aux activités multiples, j'imagine que vous êtes tous confrontés à ce genre de difficultés. Deuxièmement, en ce qui concerne les compagnies aériennes européennes, le vrai problème est quand même du côté anglais, ce que je dis d'ailleurs avec une certaine satisfaction, puisque quelque part, pour les compagnies allemandes, néerlandaises, françaises, espagnoles, elles pourront continuer à voler vers la plupart des pays européens, sauf un. C'est évidemment en soi un problème, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué si on prend des compagnies de nationalité anglaise, j'y reviendrai dans un instant, qui seraient soudain contraintes lorsqu'elles veulent voler vers l'ensemble des pays européens. Donc quelque part, on est plutôt, je dirais, en position de regarder la manière dont l'industrie aérienne du Royaume-Uni va se sortir de ce mauvais pas. Je peux d'ailleurs vous indiquer que lorsqu'on rencontre des collègues anglais et qu'on leur parle de Madame May et de ses idées sur le Brexit, ils se tapent la tête contre les murs parce que de fait, pour eux, le problème est vraiment compliqué. Deuxième idée, n'allez quand même pas croire que vous êtes obligé d'aller à Londres par Eurostar. On est quand même, y compris entre pays qui ont des problèmes, à respecter le voyage, le transport, les échanges. Et donc clairement, il y aura, mais je vais encore expliquer pourquoi tout à l'heure, naturellement, toujours des avions volants entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni. C'est effectivement une question de droit très complexe, parce que l'ensemble du transport aérien mondial est régulé, si je simplifie à l'outrance, autour de deux principes. Le premier, c'est que les droits de trafic sont des négociations d'État à État qui ensuite sont octroyés à des compagnies de nationalité
de l'État qui a négocié avec un autre. Donc un droit de trafic, c'est vraiment une discussion entre États. On autorise des nouvelles fréquences entre tel pays et tel autre, et l'administration de l'aviation civile de chaque pays va attribuer ces droits de trafic à des compagnies nationales. Et qui dit compagnie nationale dit un critère pour déterminer la citoyenneté des entreprises, et ce critère, c'est l'origine géographique du capital détenant l'entreprise. Deuxième élément, il a pu exister des entorses à ces règles, notamment dans le cadre européen, où la citoyenneté européenne s'est substituée pour certains types d'accords à la citoyenneté d'une nation. Et aujourd'hui, on demande à Air France-KLM, par exemple, d'être détenu majoritairement par des actionnaires de nationalité européenne et plus seulement française. Donc il y a des entorses, mais il y a toujours l'idée que les négociations de droit de trafic se font entre des zones sur la base de critères qui touchent à la citoyenneté du capital des entreprises. Alors le Brexit, c'est quoi pour notamment nos amis anglais? C'est précisément quelles sont les règles qui vont découler en matière de droit de trafic, de négociation d'État à État et de critères de nationalité. Donc en gros, ou bien les Anglais, donc le gouvernement du Royaume-Uni, est open sur certaines questions, et notamment bien sûr la fair competition et la reconnaissance de la Cour de justice. Dans ce cas-là, il sera relativement facile pour les négociateurs de Bruxelles de dire, puisque le Royaume anglais accepte les mêmes règles de concurrence, les mêmes règles de défense du consommateur, les mêmes règles en matière de sécurité aérienne, en recourant notamment à la reconnaissance de toutes les normes édictées par l'EASA, alors dans ce cadre-là, ayant accepté tous ces abandons de souveraineté, quelque part, il serait normal finalement de plonger la citoyenneté britannique dans un ensemble qui considérerait pour les compagnies européennes la citoyenneté européenne. Dans ce cas-là, grosso modo, rien n'est changé. Si par hasard ces problèmes hérissent le gouvernement anglais et qu'il est par exemple hors de question de reconnaître les édits de la Cour de justice européenne en matière de droit du consommateur ou les règles fixées par l'EASA en matière de sécurité aérienne, on entre alors dans un monde qui, pour l'aérien, sera un monde Brexit dur, dans lequel on reviendra aux accords antérieurs qui définissaient le droit de trafic entre certains pays et le Royaume-Uni. Des activités telles que le cabotage, par exemple, pour Vueling, détenue par British Airways, elle-même non européenne, de voler entre Madrid et Paris ne serait plus possible. La capacité pour EasyJet de voler entre Marseille et Toulouse ne serait plus possible, cette compagnie n'étant pas une compagnie de droit européen, puisque son capital ne serait pas détenu majoritairement par des capitaux européens. Et donc on sent bien qu'entre la solution Brexit doux et la solution Brexit hard, le vrai problème, comme pour beaucoup d'autres dossiers, va être pour le gouvernement anglais d'accepter ou non la reconnaissance de normes juridiques qui seront les normes européennes, faute de quoi on sera dans le domaine du Brexit dur. Mais s'il se met dans le premier cas, on pourrait se demander dès lors pourquoi avoir voté le Brexit. Merci Frédéric Gagé. On va redescendre sur Terre et aborder le secteur bancaire avec vous, Dominique Bourrinet. Bien, bonsoir, bonjour à tous plutôt, pas encore abordé. Je vais essayer de résumer en quelques mots flash un petit peu les enjeux du Brexit pour le secteur bancaire. Je pense qu'ils sont quand même relativement connus, les médias en ont beaucoup parlé. Le premier élément que je souhaite rappeler, c'est que, ça vous le savez certainement tous, c'est que Londres est évidemment le centre névralgique de la finance internationale, en tout cas elle était jusqu'à présent, et que l'industrie financière est probablement l'une des plus intégrées et certainement l'une des plus réglementées au niveau européen. Donc de ce point de vue-là, le Brexit présentait un double défi particulier pour le secteur financier. Alors le défi, et si on veut le synthétiser en un mot ou en une phrase, on peut le résumer comme suit. Comment vais-je faire pour continuer à servir mes clients sans bénéficier du passeport européen et sans bénéficier de la liberté de service?
C'est aussi simple que ça, finalement. Je passe toutes les incertitudes que M. Dickinson a fort justement rappelées, mais en fait, la même question se pose à tous les établissements. Elle se pose néanmoins pas de la même force entre les banques européennes, comme la Société Générale que je représente, allemande, espagnole, et puis les banques extérieures à l'Union européenne, pour lesquelles le défi est encore plus important, parce qu'elles n'ont pas toutes de base arrière, si j'ose dire, dans l'Union européenne, pour continuer à faire ces opérations, ce qui n'est évidemment pas le cas de banques françaises comme la BNP, la Société Générale, de banques allemandes comme Deutsche Bank, qui, elles, ont toutes des opérations qui ont l'avantage d'être partagées entre des plateformes qui sont soit à Londres, qui sont à Londres et Francfort ou Paris, selon le cas. Bon, c'est un exemple. Hein. Il y a d'autres banques qui fonctionnent de façon différente dans d'autres pays. Et donc le principal enjeu qu'on a eu par rapport à ce panorama très, très incertain, ça a été précisément de savoir comment gérer l'incertitude dans un contexte où véritablement les choses, comme l'a rappelé M. Dickinson, ne se sont pas décantées assez vite. Et comme on le sait, le secteur financier, comme les autres secteurs des affaires, ont horreur d'une chose, c'est de l'incertitude. La première chose qui a été faite, c'est, je pense parler pour l'ensemble du secteur bancaire, parce que je pense que, évidemment, je ne peux pas parler pour le nom des autres banques, mais tout le monde a eu à peu près les mêmes réflexes. La première, ça a été de revoir un petit peu, de revisiter un petit peu les activités, de voir comment on fonctionnait entre Londres et les autres activités. Et de ce point de vue, le Brexit a certainement été une chose assez positive, puisque ce genre d'événement permet à un certain nombre d'entreprises de réfléchir sur elles-mêmes, la façon dont elles rendent le service aux clients. Et il peut évidemment y avoir aussi des choses positives qui sortent de cela. Ensuite, la deuxième difficulté pour gérer cette incertitude, ça a été de construire des scénarios. Pour réduire justement ces incertitudes, on n'a jamais trouvé mieux que de bâtir des scénarios moyens, faibles, forts, qui ont permis là aussi, à mesure que les choses se décantaient, de les préciser, de les faire évoluer. Mais toujours est-il qu'au vu des derniers éléments, ce qui prédomine quand même comme scénario, et c'est normal puisque nous sommes là pour gérer ce qu'on appelle le worst case scénario et pour préparer en quelque sorte la banque et ses clients véritablement à ce qui peut arriver de plus dur en termes de Brexit, c'est le scénario qu'on appelle le hard Brexit, c'est-à-dire la Grande-Bretagne qui sort, le Royaume-Uni plus exactement, qui sort du marché commun, sans aucun passeport européen à disposition donc, du secteur financier, sans aucune passerelle, sans rien. Et donc, à partir du moment où on a privilégié ce scénario, et l'ensemble du secteur bancaire a fait à peu près la même analyse, sans préjuger d'évolutions à venir, sans se dire que d'autres évolutions n'étaient pas possibles, eh bien évidemment, il a fallu commencer à travailler avec les régulateurs britanniques pour être certain, en termes de continuité d'activité, qu'on aurait, dans le cadre de ce scénario, y compris dans le cadre de ce scénario, devrais-je dire, la possibilité de continuer nos opérations. Donc des démarches ont été entreprises auprès des régulateurs britanniques, je vous passe les détails, pour commencer soit à filialiser, soit à obtenir un statut de filiale extra-communautaire, comme le sont par exemple les succursales des banques américaines à l'heure actuelle. Ce scénario de hard Brexit, évidemment, porte aussi avec lui d'autres enjeux, des enjeux de risque opérationnel, des enjeux de migration informatique, des enjeux colossaux en termes de contrats. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et M. Canivet est beaucoup mieux placé que moi pour en parler, puisque le haut comité de la place de Paris, juridique de la place de Paris, a pris des initiatives très intéressantes en ce sens. Mais en fait, il y en a deux en résumé. Il y a d'abord la continuité des contrats lorsqu'ils sont soumis au droit anglais. Et puis deuxièmement, la question dont on ne parle pas assez, y compris au niveau des autorités britanniques, qui est la reconnaissance des décisions judiciaires des tribunaux anglais. Alors, les tribunaux anglais sont considérés à tort ou à raison comme étant prédominants dans le secteur financier. Ce n'est pas forcément vrai. J'ai vu des études d'ailleurs de cabinets anglais, je tiens à le préciser sur ce sujet, sur les périodes pré-Brexit, en termes d'accession d'entreprises étrangères auprès des tribunaux britanniques, et les chiffres sont assez surprenants. C'est-à-dire qu'on note une baisse de la fréquentation, si j'ose dire, des entreprises non britanniques auprès des cours britanniques sur la période 2015-2016. Alors c'est à confirmer, c'était pré-Brexit, mais donc il ne faut pas considérer que le droit anglais est forcément incontournable dans le secteur financier. Évidemment, ça pose d'autres problèmes que je ne vais pas, sur lesquels je ne vais pas m'appesantir. La décision dans ce genre de configuration, évidemment, elle ne peut pas être prise. Elle doit être prise en tenant compte de ces éléments d'incertitude, et elle doit évidemment être assez structurante pour permettre au business de continuer à se développer, sans pour autant fermer la porte à d'autres scénarios. Ça doit être très important. Je pense que tout le monde a agi de la même façon. L'enjeu qui est très important aussi, c'est la communication vis-à-vis des équipes. On n'insiste pas là-dessus. On a des plateformes qui sont intégrées, Paris-Londres, y compris au niveau des équipes juridiques. On a des équipes intégrées. C'est
j'ose espérer, l'entente cordiale au sein des équipes juridiques des grandes banques, en tout cas françaises. Il y a des enjeux de communication extrêmement importants auprès des régulateurs pour essayer de comprendre quelles sont leurs attentes. Et puis au niveau des décideurs publics, évidemment, il y a un suivi à faire. On parlait tout à l'heure de M. Barnier. Évidemment, il y a un suivi à faire pour essayer, là aussi, de réduire l'incertitude par rapport à ces négociations. Je voudrais juste terminer sur 2-3 éléments plus positifs en termes d'opportunités que présente le Brexit. La première, c'est évidemment la possibilité pour le droit européen et pour le droit français en particulier de prendre, si j'ose dire trivialement, des parts de marché. Il y a effectivement certainement des cas où on peut songer à limiter le périmètre du droit anglais lorsque le droit français ou d'autres droits paraissent le plus adéquats. Et puis il y a aussi, plus généralement, et M. Varin l'a évoqué tout à l'heure, une possibilité pour l'Europe des marchés de capitaux de se développer beaucoup plus vite que ça a été le cas jusqu'à présent. Alors il faut noter de ce point de vue-là que les Anglais ont été moteurs sur ces sujets-là, mais moteurs avec un frein à main quand même qui était quand même le plus souvent mis en branle pour faire en sorte que les choses aillent dans la direction souhaitée par les Britanniques. Donc il y a véritablement aussi des opportunités à saisir pour le secteur financier, et j'espère que nous serons tous au rendez-vous de ces nouvelles opportunités. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, Guy Canivet. Vous devriez être le seul dans cette salle à avoir un peu le sourire. Pourtant, quand on s'est parlé l'autre jour, vous étiez très très réticent à me dire que la place financière de Paris peut-être pourrait éventuellement un jour profiter de la déconfiture éventuelle de la place de Londres. Non, je n'ai pas le sourire parce que, comme l'a dit Philippe Varin, le Brexit est une catastrophe pour tout le monde, il faut le dire. Économiquement, juridiquement, etc. Donc on pourrait développer ça. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il s'agit d'anticiper d'un point de vue stratégique. C'est ça le sujet. Et pour un juriste qui s'occupe de l'industrie financière, comme pour tout juriste, anticiper de manière stratégique, c'est de voir quel est le droit applicable à partir d'une certaine date. Or, déjà, la question qui se pose, c'est à partir de quelle date ? La date connue pour l'instant, comme M. Bourrinet l'a dit, c'est le 29 mars 2017. Et on ne connaît pas l'accord de sortie, donc c'est le 29 mars 2017, sans accord de sortie. On a beaucoup parlé d'une période intermédiaire de 21 mois, mais c'est une probabilité. C'est une probabilité sur laquelle on ne peut pas se fonder. Et en matière juridique, à vrai dire, ça ne changera pas grand-chose, puisque s'il y a une période intermédiaire, ça sera la poursuite de l'état actuel, avec ou pas, puisque c'est encore en discussion, la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne. En tout cas, s'il s'agit de construire des scénarios, il faut construire un scénario sur l'état du droit après le 29 mars 2017, sans accord intermédiaire. Alors, ce qui veut dire qu'à partir de là, les traités ne s'appliquent plus, droit primaire et droit secondaire. Toutes les directives et toute la réglementation tombent. Elles tombent dans les deux sens. Pour les prestataires du Royaume-Uni qui veulent faire des prestations en Europe et pour les prestataires européens qui veulent faire des prestations au Royaume-Uni. M. Bourrinet l'a dit, les conséquences dans ce sens-là sont assez considérables. Alors, quels services sont concernés ? D'abord, c'est les services bancaires, M. Bourrinet en a parlé, c'est les services d'investissement, c'est la gestion d'actifs et c'est les assurances. À partir du 21 mars, se pose pour toutes ces activités la question des courants d'affaires qui se sont noués dans ces différents domaines. Alors, deux questions se posent, on l'a dit. C'est les courants d'affaires déjà existants, les contrats en cours, et les contrats d'affaires à conclure après le 29 mars 2017. Pour les contrats existants, pour les courants d'affaires existants, la question principale qui se pose est celle de la sécurité juridique. Qu'advient-il des contrats en cours ? On est titulaire d'un contrat avec un prestataire britannique, ou à l'inverse, que va devenir ce contrat ? Alors, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris, au nom de qui je m'exprime ici, a commencé à faire une étude qui a été publiée en septembre 2017, traçant les lignes. Et en gros, la question est de savoir qu'on arrive à déterminer que les contrats continus, c'est-à-dire ceux qui ne supposent pas d'actes juridiques pour l'exécution en cours. Ceux-là se continueront, ils ont été valablement conclus, ils pourront se continuer valablement. En revanche, tous les contrats à exécution successive, qui supposent l'acte d'un prestataire, eh bien, ces actes-là, ces contrats-là, ne pourront pas se continuer dans l'état où ils sont actuellement.
Alors ce qu'il faut dire à ce stade, c'est que la particularité de ces activités financières, c'est qu'elles sont toutes encadrées par une réglementation européenne qui suppose que pour faire des prestations dans les domaines que j'ai cités, dans l'Europe, il faut avoir un agrément donné par un régulateur national conformément à des règles fixées par des règlements, des directives communautaires. Donc à partir du Brexit, du 29 mars 2017, ces prestataires britanniques n'auront plus d'agrément pour agir en Europe. Par conséquent, ils ne pourront pas plus le faire valablement. S'agissant des courants d'affaires à conclure, on se trouve devant des prestataires britanniques qui n'ont pas la capacité de passer des contrats, de faire des actes juridiques en matière de prestations financières. Alors, qu'est-ce que ça pose comme question pour les entreprises et pour des positions stratégiques? Ça pose la question du choix du prestataire, ça suppose la question du choix du droit applicable à ces courants d'affaires, et ça suppose la question de la juridiction pour en régler les conflits. Choix du prestataire, ça veut dire que va-t-on exiger de ces prestataires de services financiers du Royaume-Uni pour qu'ils puissent régulièrement faire des prestations en Europe? Les règlements communautaires prévoient qu'il faut qu'ils aient une entité en Europe qui soit susceptible de donner lieu à un agrément. Et toute la question est de savoir à quelles conditions les États membres de l'Union européenne pourront, en conformité avec les directives, donner des agréments à ces prestataires britanniques. Quelle est la stratégie de ces prestataires britanniques? C'est évidemment d'installer dans les États membres de l'Union européenne, et particulièrement en France, des structures les plus légères possibles pour conserver l'activité de la City à Londres. On envoie des filiales vides, des établissements creux, qui ne seront que des représentations pour des prestations qui seront faites, qui continueront à être faites à Londres. Et c'est là-dessus que, évidemment, à la fois les autorités de régulation européennes et les autorités nationales luttent. Si on veut tirer les conséquences du Brexit, il faut que l'activité financière britannique soit installée en Europe de manière à être contrôlée par les régulateurs européens. Et soit dit en passant, si on veut importer, faire venir d'Angleterre, du Royaume-Uni, des prestataires, il faut avoir une exigence assez forte de ce point de vue. Mais avoir une exigence assez forte pose un problème, puisqu'il y a 27 États dans l'Union européenne, et que l'ensemble des États n'a pas la même position là-dessus. Il y a des États qui seront moins disants à l'égard des prestataires britanniques pour qu'ils puissent s'installer en Europe et bénéficier d'un agrément et d'un passeport pour y faire des prestations. Donc, la question du prestataire, elle est là. C'est le niveau d'exigence qu'auront les États pour contraindre les prestataires en matière financière britannique de remplir des conditions minimum pour pouvoir continuer à exercer leur activité en Europe. La deuxième question, c'est la question du droit. Vous l'avez dit, M. Bourrinet l'a dit, il y a effectivement une domination du droit de common law et du droit anglais en général sur les courants d'affaires. Autrement dit, on a une tendance naturelle dans les courants d'affaires internationaux à opter pour le common law parce qu'on l'estime plus capable, plus efficient en matière de règlement des affaires commerciales. C'est peut-être le moment de revisiter cette conception de supériorité du droit. On l'a conçu à une époque où le droit continental n'avait pas ce sentiment de compétitivité avec le droit de common law. Depuis, on a fait des progrès. Le ministère de la Justice, le législateur, a multiplié les initiatives législatives pour adapter la compétitivité du droit français. Et le Haut Comité juridique de la place financière de Paris, pour reciter son nom, parce que je suis là pour ça, en permanence, essaye de faire des propositions pour améliorer la compétitivité du droit des sociétés, du droit financier, etc. Donc il y a un courant d'évolution de sorte que notre droit évolue et qu'il sera peut-être un jour aussi capable de régler ces courants d'affaires que le droit de common law. Et la troisième question, c'est la question du choix du juge. Alors on l'a dit aussi, je ne fais que le répéter, le juge britannique a une grande réputation. Pourquoi? Parce que c'est un juge qui est issu des milieux d'affaires, ou des classes de lawyers, qu'il a une expérience de ces affaires financières, et
et que par conséquent, il pratique le droit de common law, qui est son droit naturel. Et cette supériorité, elle est installée depuis longtemps, même si, comme on l'a dit, la difficulté d'accessibilité aux juges britanniques et le coût des prestations à Londres, des prestations juridiques à Londres, est tel qu'un certain nombre d'opérateurs se posent des questions. Donc, l'idée est de reconstituer, dans un État européen, une juridiction qui soit égale de crédit à la Commercial Court de Londres pour que les opérateurs en confiance puissent choisir de porter leur litige devant cette juridiction. C'est les raisons pour lesquelles on a suggéré de créer à Paris une chambre internationale qui est ce niveau. Même, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas complètement rempli le contrat en ce qui concerne l'usage de la langue anglaise. En tout cas, on aura à Paris une juridiction capable de juger en français ou en anglais, en droit continental comme un common law, c'est-à-dire, on l'a déjà dit, une juridiction qui a une supériorité sur la juridiction de Londres, c'est que la juridiction de Londres juge en anglais et en common law, on sera capable, nous, de juger dans plusieurs droits et dans plusieurs langues. Voilà stratégiquement ce qu'il faudrait atteindre, valoriser le droit continental, rendre crédibles nos juridictions et être exigeant en ce qui concerne les prestataires de services financiers britanniques. Merci beaucoup, c'était très complet. Je me tourne vers Christophe Maurer. Maître Maurer, vous arrivez avec des études que vous avez récemment fait faire, et ces études portent sur l'état d'esprit des milieux d'affaires au Royaume-Uni et dans l'Europe des 27. Tout à fait, merci. Effectivement, lors de la préparation de cette table ronde, on se pose la question comment on répartisse les tâches entre nous, et certains choix étaient plus évidents, comme l'aéronautique, la banque, la finance. Pour les avocats, on s'est dit comment faire, comment on peut intervenir un peu plus largement, et on s'est dit peut-être on va prendre un allemand pour expliquer comment ça se passe côté anglais. Donc c'est ça mon rôle aujourd'hui. Et effectivement, dans la mesure où j'exerce dans un cabinet anglais, qui en plus a fait récemment cette étude, j'ai actuellement justement quelques résultats de cela. D'ailleurs, vous allez trouver cela dans vos packs d'informations. Je m'excuse, c'est pour l'instant qu'en anglais, parce que c'est tellement récent que c'est ressorti que la semaine dernière, mais ce sera sous forme française, j'espère, sur notre site prochainement. Effectivement, côté anglais, donc espérons de porter un petit éclairage côté outre-Manche et d'une moindre mesure aussi peut-être un peu outre-Rhin, parce qu'effectivement, suite à ce Brexit, je crois une des premiers résultats à voir, c'est quand même un certain rapprochement entre la France et l'Allemagne qu'on voit, une certaine convergence d'intérêts, et ça c'est quelque chose tout à fait salutaire dans ce cadre qu'on parfois on oublie un peu trop rapidement. Mais revenons à cette enquête que nous avons menée conjointement avec The Lawyer et YouGov. Le Lawyer a fait une enquête auprès d'une centaine de vos collègues anglais, donc General Counsel de grosses sociétés du FTSE 100 ou 250, ainsi que des membres de board de ces mêmes sociétés. Et un des résultats qui m'a frappé le plus, c'était effectivement la première question qui a été posée. Est-ce que vous pensez que votre société est bien préparée au Brexit? Et là, il y a une réponse tout à fait surprenante qui a été donnée par les membres du board et par les General Counsel qui était fort différente. Parce que les membres du board, 93% d'entre eux considéraient oui, on est bien ou très bien préparé au Brexit. En revanche, de ces mêmes sociétés, seulement 53% des General Counsel considéraient la même chose. Donc il y a là une divergence incroyable, ça va du simple au double, et on peut bien sûr se poser la question d'où ça vient. Est-ce que c'est juste une différence de perception ? Est-ce que c'est simplement parce que les avocats sont toujours un peu plus averses qu'au risque que les autres? Ou est-ce que c'est peut-être, et j'ai tendance à croire ça, que les juristes et les directeurs juridiques ou les services juridiques sont peut-être parfois un peu plus proches du détail? Et le diable est souvent dans les détails, et effectivement les directeurs juridiques côté Royaume-Uni, ils travaillent essentiellement sur trois choses. En tout cas, nous, on travaille avec nos clients sur trois choses. C'est d'un côté, c'est l'évaluation des risques, bien évidemment. C'est l'élaboration des plans d'urgence. Et c'est la planification des divers scénarios. Et sur tout cela, vous l'avez touché tout à l'heure, différents scénarios. Est-ce qu'on prend le worst case? Est-ce qu'on prend une amélioration de tout cela? Là, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes.
Deuxième message peut-être de ce rapport qui est tout à fait positif, je crois positif en tout cas pour l'Assemblée des General Council que vous êtes, c'est que les conseils, les boards attendent des directions juridiques qu'ils prennent les rênes de ce processus. Il y a une grosse attente vraiment du management vis-à-vis des services juridiques et c'est une chance exceptionnelle pour des départements juridiques de se positionner, de se repositionner et de valoriser leur travail. Et une fois justement que le travail d'évaluation des risques est fait, bien sûr, il y a le conseil avait alerté et en fonction de si c'est une société publique ou pas, il y a effectivement bien sûr aussi des notifications à faire auprès des actionnaires qui d'ailleurs, avec l'échéance s'approchant, vont être de plus en plus détaillées. Mais quels sont effectivement donc les domaines sur lesquels vos confrères Outre-Manche travaillent? C'est essentiellement, bon, bien sûr, en fonction, si c'est l'aéronautique, si c'est un autre domaine, il y a toujours des points très précis, très spécifiques à chaque secteur à traiter. En revanche, il y a quand même 5 grands thèmes qui reviennent, je pense, pour tout le monde. Le premier, on a touché déjà brièvement, c'est l'application des droits de douane. Donc ça, c'est vraiment un grand sujet, un sujet d'ailleurs pas résolu. On a touché aussi à la question irlandaise ou nord-irlandaise, les accords de Belfast. Il y a tout un volet politique qui va avec, donc un grand problème non résolu. Deuxième, ça c'est quelque chose, ça s'applique surtout pour des sociétés plutôt qui sont dans le secteur plus manufacturier, c'est l'interruption de chaînes logistiques. Qu'est-ce qu'on fait avec les fournisseurs, avec les différents produits qui traversent les frontières d'un sens et un autre, parfois à de multiples fois. Ça d'ailleurs, on peut coupler avec les problèmes de droits de douane, hein. C'est un double problème. Le troisième, on a également touché brièvement, c'est la pénurie du personnel. Pénurie du personnel, notamment côté anglais, et là on ne parle pas du fameux plombier polonais, on parle aussi bien justement de l'ingénieur allemand dans l'automobile ou du mathématicien français dans le service financier, tous des main-d'œuvre où on trouve un fort nombre, non seulement dans la City, mais un peu partout au Royaume-Uni. Donc un grand problème pour les sociétés anglaises ou sociétés issues du Royaume-Uni, mais également aussi de ce côté en Europe continentale, notamment pour des groupes internationaux, pour ce qui concerne le détachement de leur personnel à travers les frontières. Et là aussi, pas toutes les solutions sont trouvées. Quatrième sujet à traiter, c'est le transfert des données personnelles, qui trouve bien évidemment une actualité tout particulière avec le règlement général de protection de données. Et tout dernièrement, et ça c'est le plus classique auquel on pense, bien sûr, ce sont liés aux risques commerciaux dans les contrats habituels. Bon, au niveau de préparation, et ça c'est le dernier point, je m'arrête là parce que je crois qu'on peut laisser assez de temps pour discuter aussi avec la salle. Un dernier constat qui je trouvais tout à fait étonnant de cette étude, c'est quand on regarde les sociétés anglaises qu'on a interrogées, il y a quand même 91%, donc ça veut dire 9 sur 10, qui ont déjà préparé un plan d'urgence, soit ils l'ont déjà commencé à appliquer ou ils vont l'appliquer au plus tard à la fin de l'année. J'en doute fortement que si en Europe continentale, on est aussi loin. Certaines sociétés, notamment, j'imagine dans le secteur bancaire, bien évidemment, vous êtes plus avancé que d'autres, ça très clairement, je le pense, mais je pense qu'il y en a beaucoup de domaines où la préparation est loin d'être aussi avancée. Et ça, je crois, c'est une erreur, c'est une grosse erreur, parce que le Brexit nous concerne tous, y compris de ce côté de la Manche. Merci Christophe Maurer. Bien, je me retourne à nouveau vers Hervé Jouangean. Il a ouvert le bal, il le fermera aussi. Il s'agit maintenant pour vous de nous dire quels sont les scénarios possibles pour la version définitive des relations entre le Royaume-Uni post-Brexit et l'Union européenne à 27. Alors jusqu'ici, il y a quelques petites indications. On a vu en particulier le coordonnateur Brexit au Parlement européen, Guy Verhofstadt, énoncer toute une série d'éléments, de propositions dont il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il ait la totalité du soutien parlementaire pour cela, mais en gros, lui nous propose un scénario qui se divise en 4 têtes de chapitre. D'abord, il part du principe qu'il y aura un accord de libre-échange entre l'Union européenne à 27 et le Royaume-Uni.
une deuxième partie, un deuxième volet de ce qu'il propose, c'est une coopération renforcée avec les Britanniques dans le domaine de la sécurité intérieure. Troisième volet, la même chose pour la sécurité extérieure. Le dernier volet est un peu à la carte, c'est toutes ces agences, tous ces projets où le Royaume-Uni demanderait, en tant qu'État tiers, comme d'autres États tiers le font déjà dès maintenant, à participer. Hervé, c'est à vous. Merci Quentin. Vous avez bien décrit. Je vais peut-être me concentrer sur l'aspect commercial. Je commencerai par 2 chiffres, parce qu'il faut quand même rappeler d'où on vient. Le Royaume-Uni, c'est 44% de ses exportations vers l'Union européenne. Et le Royaume-Uni, c'est 53% de ses exportations originaires de l'Union européenne. C'est aussi d'ailleurs un déficit commercial abyssal, 135 milliards de livres pour les marchandises en 2016, le double de la France, M. Varin nous en a parlé tout à l'heure, compensé partiellement par son excédent extraordinaire dans le domaine des services, avec 50% de ses exportations de services qui sont dans les services financiers et dans les business services. Alors je cite ces chiffres parce qu'il y a un thème qui va revenir qui s'appelle le level playing field. Et je vais en dire quelques mots dans quelques instants, enfin peu l'instant puisqu'on a peu de temps. Alors, le point de départ de la construction de la nouvelle relation avec le Royaume-Uni, c'est l'OMC, point barre. Le Royaume-Uni, le 29 mars ou le 30 mars 2019, au plus tard le 1er janvier 2021, est un pays tiers. Il aura une existence autonome à l'OMC, dont il est membre, mais comme membre de l'UE, il n'a pas d'existence autonome, et il reprend sa liberté tarifaire pour les marchandises et sa liberté en matière de services pour le domaine des prestations de services. On peut partir de l'hypothèse, pour des raisons OMCiennes sur lesquelles je ne m'étendrai pas, que le Royaume-Uni, dans un premier temps, notifiera à l'OMC la liste, les engagements tarifaires de l'Union européenne, donc le même tarif. De toute façon, il ne peut pas aller au-dessus parce qu'il est pris par les engagements. Et de même qu'il confirmera ses engagements services bilatéraux hors Union européenne. Tout ce qui est Union européenne disparaîtra. Ça, c'est la base. Plus les disciplines OMC, subventions, dumping, règles d'origine, marché public, etc. Évidemment, Madame May l'a dit, ils veulent, et nous le souhaitons, avoir une relation préférentielle avec eux. Mais dans le même temps, le Royaume-Uni a déjà encadré le process d'une manière extrêmement stricte. Il refuse les 4 libertés, parce qu'il y a les mouvements de personnes. Donc, exit une solution qui arrangerait bien nos amis de l'aviation, de l'espace économique européen, qui reprend le marché intérieur. D'ailleurs, Mme May a dit « je ne veux pas du marché intérieur ». Il refuse aussi, d'ailleurs, le contrôle de la Cour de justice. Donc, cela ne fait que renforcer la difficulté de gérer quelque chose de souple. Il refuse de rejoindre l'union douanière, comme l'a fait la Turquie. Ce que je comprends, parce que ça signifierait pour le Royaume-Uni qu'il renonce à une politique commerciale autonome, ce qui est un des grands chevaux de bataille du gouvernement britannique. Même si, entre nous, c'est totalement symbolique. Ça n'a aucune valeur sur le plan réel. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste le vieux schéma classique qu'on a tant dénoncé dans l'accord Canada, c'est-à-dire un bon accord de libre-échange qui couvre le secteur des marchandises, qui couvre le secteur des services, qui couvre les investissements, etc. Enfin, c'est pas si facile que ça à faire, tout du moins quand on voit les ambitions britanniques, et j'allais dire là, les restrictions européennes. Les restrictions européennes, quelles sont-elles ? Elles sont que nous sommes une union, qu'il y a une balance de droits et d'obligations, et que cette balance des droits et obligations fait la solidarité. Je ne vais pas vous faire un cours de droit européen, de politique européenne, mais c'est fondamental.
Il y a le budget, il y a le marché intérieur, il y a la législation, et tout cela fonctionne de manière équilibrée. On ne peut pas picorer, comme le souhaiterait Madame May. La deuxième chose, c'est que, en effet, pour l'Union européenne, les 4 libertés sont indivisibles, qu'on ne peut pas accepter que d'une manière ou d'une autre, le Royaume-Uni s'immisce dans le processus de décision européen. C'est notre autonomie de décision, de même que nous avons le rôle de la Cour de justice qui ne peut pas être mis en cause. Nos amis britanniques, eux, nous disent tout et son contraire. Ils nous disent deep and comprehensive agreement, fair and open competition. Ils nous disent aussi mécanisme d'arbitrage. Ils nous disent que les régulateurs doivent continuer à travailler ensemble et prendre des décisions ensemble, notamment dans les services financiers. Je serais intéressé d'avoir l'analyse de nos amis de la Société Générale sur les propositions prises par Mme May dans son discours de Mansion House. Mais il nous parle en même temps de liens entre les peuples, etc. Moi, ce que je vois quand je lis ce que disent nos amis britanniques dans tous ces domaines, si j'y ajoute le domaine des transports, maritimes, aviation, ferroviaire, routier, c'est que partout où ça les arrange, ils vont vouloir obtenir, en effet, un statut de comme si, sans avoir les inconvénients du système. Tout cela pour dire que, oui, nous allons vers un accord de libre-échange. Oui, cet accord devra être le plus complet possible. Oui, cet accord devra prévoir un level playing field, c'est-à-dire que dans le domaine des aides d'État, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine social, nous devons rester à un haut niveau d'ambition commun, c'est-à-dire ne pas déroger à ce qui existe déjà. Mais je dois vous dire que tout cela sera extrêmement difficile, extrêmement délicat, parce qu'il y a à la base une conception totalement différente depuis le début entre les Britanniques et le continent sur ce qu'est l'intégration européenne. Pour les Britanniques, l'Union européenne reste un vaste marché. Pour le continent, nous avons développé une vision différente. Nous allons retrouver ce débat dans l'accord de libre-échange, et ce sera d'ailleurs, à mon sens, un test politique majeur pour la vision que nous, les continentaux, avons de la construction européenne. Là, je passe du technique à un peu plus de politique, mais c'est pour dire que l'interface entre le technique et le politique sera absolument fondamentale, que le débat sur les services financiers, comme le débat sur l'aviation, ce n'est pas seulement un débat économique. Bien entendu, c'est l'intérêt des entreprises que le commerce soit le plus facilité possible. Bien entendu, on a intérêt à éliminer au maximum les obstacles douaniers. Mais le fait est qu'il y aura des règles d'origine préférentielles qu'il faudra vérifier. Il y aura des problèmes de logistique. Il y aura des problèmes de drapeau. Et la façon dont on y répondra aura un impact majeur sur cette conception que nous avons de l'intégration européenne. Et donc nous risquons de nous trouver avec une confrontation, en effet, entre des ambitions économiques, parce que finalement le système actuel fonctionne bien, et on en est content, et des réalités politiques qui sont que le Royaume-Uni devra bien comprendre qu'il est un pays tiers. Et ça risque de nous coûter cher. Et moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Varin tout à l'heure. C'est une situation qui, de toute façon, va coûter très cher à l'économie européenne, très très cher à l'économie britannique, mais très cher à l'économie européenne, dans le domaine industriel, mais malheureusement aussi dans le domaine des services. Voilà ce que je peux dire sur le schéma. Donc, un accord de libre-échange qui sera difficile à négocier, qui à la fin sera probablement relativement ambitieux, mais qui aura ses limites de nature politique. Merci beaucoup Hervé Jean-Jean. Bien, le moment est venu d'ouvrir à la salle ce débat. Ces dames sont là avec des micros. Qui veut prendre la parole en premier ? Je précise qu'on va lancer en même temps la question Slido, donc à vos téléphones intelligents. Bonjour, oui, Félix Dutuat, représentant d'Orange.
J'ai 2 questions à vous poser. Quels enjeux pour le secteur bancaire, assurance, les KYC, qui sont disponibles en perspective potentielle, peut-il traiter les données dans le marché financier? Deuxième question. En matière DSP2, une étude de faisabilité pour converger, comment vous positionnez sur les stratégies européennes et le Royaume-Uni? Faut-il renégocier les réglementations après octobre 2019? La question s'adresse à l'un des participants en particulier? Non? Oui? Non? Tout le monde? Très bien. Bon. Qui veut ouvrir le bal? Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris les questions, mais je vais essayer quand même d'y répondre peut-être de la façon la plus adéquate que si j'avais compris la question d'ailleurs. La première question, c'était sur la partie KYC. C'est ça, d'accord. D'accord. Bon, on est dans le cadre de 2 réglementations européennes, comme vous le savez visiblement, qui sont extrêmement importantes. La première dans le cadre de la relation entre un client et sa banque, puisque le KYC vise justement pour la banque, et c'est même une obligation extrêmement forte et qui est sans cesse renforcée par le régulateur, à vérifier donc le profil du client au titre de la lutte anti-blanchiment, lutte anti-corruption, etc. Donc de ce point de vue, la banque a un rôle, je dirais presque, pas de service public, en tout cas d'aide en quelque sorte à, disons, enfin, c'est une mission quasiment de service public dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Donc c'est une mission extrêmement importante que l'établissement prenne à cœur. Et il est vrai qu'aujourd'hui, au travers des directives européennes, le contexte législatif et juridique est pratiquement exclusivement européen. Donc, à partir du moment où on rentre dans le Brexit, on s'attend donc à 2 scénarios possibles qui ont été évoqués par M. Jean-Jean. Soit la réglementation britannique s'aligne sur la réglementation européenne, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas certain. Ne soyons pas trop optimistes aussi sur l'alignement et ne considérons pas comme un présupposé le fait que les Britanniques vont s'aligner systématiquement sur la réglementation européenne. Il ne me semble pas que Mme May soit allée aussi loin que ça, ni le Parlement britannique a fortiori. Donc, premier cas de figure, le KYC britannique, la sauce britannique, restera conforme donc, aux réglementations européennes, et dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir trop d'écart. Si par contre tel n'est pas le cas, évidemment, il y aura des mécanismes d'ajustement et surtout des règles à mettre en place pour déterminer quelles règles s'appliquent et en fonction de quels critères par rapport à ce que ce sera le lieu de prestation de service, ce sera la nationalité du client, etc., pour que les bonnes règles de KYC soient appliquées. Le troisième scénario possible, et encore une fois je ne parle que de scénario possible, ce serait une application cumulative, l'application de la règle mieux-disante pour simplement être sûr du bon côté, d'être sûr du bon côté de la barrière, comme on dit, et faire en sorte qu'on fasse des choses qui soient conformes à la fois aux exigences britanniques et réglementaires britanniques et européennes. Tout ça est un peu encore trop tôt pour le dire. Vous pouvez être certain que les établissements font le maximum pour véritablement mettre en œuvre cette réglementation indépendamment du Brexit et que ça restera un sujet d'attention majeur pour les années qui viennent. Le deuxième élément, je crois, c'était concernant DSP2, monsieur, c'est ça? Alors DSP2, je ne sais pas si tout le monde est au courant, donc c'est la directive sur les services de paiement. C'est la deuxième de son genre, donc après DSP1, comme aurait dit monsieur de la Palisse, qui est un élément extrêmement important, puisque c'est ça, pour faire bref, qui matérialise ce qu'on appelle l'open market, c'est-à-dire la libéralisation des services de paiement. Vous avez tous et toutes certainement entendu parler des fintech, qui sont donc ces nouveaux entrants sur le marché des paiements, qui viennent un peu bousculer en quelque sorte le secteur des marchés de financement. Et cette directive vient en quelque sorte à la fois réglementer et ouvrir en quelque sorte ce marché à nos nouveaux entrants, tout en essayant de le faire de façon assez ordonnée. Donc tout ça est issu, comme monsieur l'a bien compris, d'une directive européenne, qui là aussi, donc, comme je l'ai dit sur le KYC, soit sera appliquée par les tribunaux britanniques et par les autorités britanniques, soit donneront lieu à un texte différent. Dans ce cas de figure, qui est un cas de figure extrêmement important pour le secteur financier, l'open market, c'est vraiment un enjeu stratégique majeur pour les années qui viennent pour le secteur bancaire. Il n'est pas exclu que les Britanniques prennent une position qui ne soit pas celle de s'aligner strictement sur la réglementation européenne. Ils verront peut-être, de façon extrêmement pragmatique, comme ils ont l'habitude de l'être, un enjeu concurrentiel qui leur permettra, via des assouplissements, via des mesures plus incitatives que la réglementation européenne, d'attirer plus de services de paiement à Londres que dans d'autres localités de l'Union européenne. Donc il faudra suivre ça de très près. Il n'en demeurera pas moins que des établissements bancaires qui sont enregistrés dans l'Union européenne comme le Société Générale resteront liés par la réglementation européenne dans l'ensemble de leurs activités. Bien, je crois qu'il y a une question dans la salle, à ma droite. Oui.
Jean-Luc Lanuzel, Legal Consulting. C'est une question de droit du travail. Bon, très concret, cas concret. Un salarié français qui a travaillé une partie de sa carrière au Royaume-Uni pendant la période de l'Union. Est-ce qu'il va, au moment où il va faire valoir ses droits à la retraite, pouvoir comptabiliser les années passées au Royaume-Uni? Alors, ça, c'est pour la situation des droits acquis. Il y a peut-être une autre réponse pour les droits à venir, mais est-ce que l'un de vous peut répondre à cette question? Vous partez du principe que cette personne prend sa retraite post-Brexit? Exactement. Et pas pendant la phase de transition? Non. Je peux essayer de répondre. N'étant pas un spécialiste du droit social, mais à ma connaissance des accords tels qu'ils sont prévus, oui, il pourra faire faire valoir ses droits postérieurement. Mais franchement, c'est un cas spécifique. À ma connaissance, ce n'est pas encore tranché parce que justement, ça va faire partir des questions qui ne sont pas encore à ce moment tranchées parce qu'il n'y a pas encore l'accord. Mais à ma compréhension de l'état d'avancement des discussions, oui, il devait en principe pouvoir valoir ses droits. Il faut avoir en tête aussi que la proportion peut-être quelqu'un dans la salle qui est plus spécialiste du droit social que moi aura une connaissance plus approfondie. Oui, ce que je voulais dire aussi à ce sujet, c'est qu'il faut avoir en tête qu'il y a une proportion beaucoup plus forte de retraités chez les Britanniques habitant à l'heure actuelle dans l'Union européenne que chez les actifs européens au Royaume-Uni. C'est un moyen de pression non négligeable dans la négociation. Monsieur. Oui, Éric Garner de Béville. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos idées et vos commentaires. Et au sujet de la vision, il ne faut pas oublier non plus que l'Angleterre n'a pas été, ou le Royaume-Uni n'a pas été un des membres fondateurs de l'Union. Ça a été extrêmement difficile de les faire rentrer. Ils ont le pound, ils n'ont pas accepté l'euro. Et maintenant, justement, ils veulent avoir beaucoup de facilité au moment de la sortie. Bon, commentaire. Maintenant, une question. Si vous imaginez que vous êtes en 2021, quelle va être la cartographie de l'Europe au niveau des capitales? Quelle sera, à votre avis, la capitale financière, la capitale juridique, la capitale du hub européen, la capitale commerciale? Bon, la capitale financière, on peut estimer que ce sera quand même Francfort-sur-le-Main. La capitale juridique, sans aucun doute, Luxembourg, qui vient encore de se renforcer avec le parquet européen. Pour les autres, messieurs? Il y aura surtout différentes capitales, comme vient évoqué M. Dickinson. Effectivement, ça dépend. Vous parlez de fonds de pension, vous parlez d'assurance, vous parlez de banque. Et pour chacune de ces spécificités, on peut en citer d'autres, pas seulement Francfort et Paris. Il y a aussi Dublin, il y a Luxembourg, il y a peut-être même Amsterdam. Donc il y en a différents qui pourraient s'apprêter à cela. Et justement, moi, personnellement, je ne vois pas d'un mauvais œil qu'il y a différents centres qui puissent se développer les uns à côté des autres. Mais j'imagine, M. Canivet, pour la partie finance, entre Francfort et Paris, peut-être vous avez certainement un éclairage à donner. Ce n'est pas vraiment un éclairage pratique. On sait que les repositionnements en matière bancaire et financière hésite entre Francfort et Paris et Luxembourg. En tout cas, en ce qui concerne les juridictions, je disais tout à l'heure qu'on avait pris l'initiative de créer en France une juridiction à dimension internationale. Nous ne sommes pas les seuls. Les Allemands ont fait la même chose. Et aux Pays-Bas, on a pris une loi pour créer une juridiction aussi internationale. Donc il va y avoir une compétition, on le sait, entre les États européens pour capter de l'activité juridique et financière. Je crois qu'il ne faut pas non plus méconnaître les atouts de Dublin, qui ont tous les avantages du common law, en droit, qui, à la faveur d'un accord sur l'Irlande, pourra laisser passer des prestations assez facilement. On
pour les avocats, on voit maintenant une translation de beaucoup d'avocats londoniens qui s'inscrivent au barreau de Dublin. Donc, d'un point de vue juridique, il y a un recentrage des activités et un passage des activités de Londres à Dublin. Donc, comme on l'a dit, je crois qu'il va y avoir une répartition dans les différentes capitales européennes, en tout cas une stratégie de chacune d'elles pour essayer de capter au maximum les activités. Ce qui est assez intéressant parce que ça crée une concurrence entre toutes ces capitales et on fait monter en quelque sorte les enchères sur l'adaptation du droit, les faveurs données au statut des impatriés, etc. Donc il y a vraiment une volonté de capter de l'activité de la City vers différentes capitales européennes. Merci. Malheureusement, l'heure tourne. Je puis encore prendre une dernière question. Y a-t-il un candidat, une candidate peut-être? Oui, ici. Ah, madame. Messieurs, je ne sais pas dans quelle mesure on allait traiter les questions sur Slido, mais en tout cas, il y en avait 2 sur 3 qui portaient sur le même sujet. Et j'aurais bien aimé avoir votre avis sur l'éventualité d'une machine arrière et qu'il n'y ait pas de Brexit, ou alors que l'accord qui soit négocié, finalement, puisse simplement faire cocher toutes les cases d'un accord, mais que finalement, dans les faits, on se retrouve comme s'il n'y avait jamais eu de Brexit. Ça me paraît juridiquement inconcevable. Je crains que c'est un beau rêve. On pourrait théoriquement encore freiner, mais je n'y crois pas, avant la fin du mois de mars de l'année prochaine. Il y a un débat entre juristes à Bruxelles sur le fait de savoir si le freinage, le rétropédalage est possible ou pas après le lancement de l'article 50. Moi, je suis du côté de ceux qui disent que c'est une décision politique à l'origine et qu'une décision politique en bon parallélisme des formes peut défaire cette décision. Mais passé le 29 mars 2019, non, on part dans un autre monde. Et comme l'article 50 le dit très bien en son alinéa 5, si vous voulez revenir, c'est l'article 49 et vous faites la file avec le Monténégro et les autres. Peut-être, Quentin, tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je voudrais simplement exclure tout scénario, un scénario de recul. Tous les amis britanniques, et Dieu sait si j'en ai discuté avec eux, à tous les niveaux de la haute administration du gouvernement, aussi désolés soient-ils par cette situation, malheureusement, on sont tous du même avis, ça se fera. Ça se fera. Deuxièmement, n'imaginez pas que l'accord pourra être comme si. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas comme si. On est dedans ou on est dehors. Et donc, le gouvernement britannique perdra tous ses droits directs d'interférence en tant qu'État membre dans la décision. C'est fini. Ils sont dehors. Ils essaieront évidemment, sûrement, d'influencer les décisions, mais ils seront pays tiers. Et ça veut dire qu'ils ont tous les défauts des pays tiers par rapport aux autres États membres. Et espérons qu'en effet, ceci fera comprendre à beaucoup de gens dans d'autres États membres que finalement l'Union européenne apporte pas mal de bienfaits, malgré tous ses défauts, aux citoyens des 27 autres. Merci messieurs de votre clairvoyance et de votre expérience. Je ne voudrais pas vous laisser sans vous informer de ce que vous n'avez peut-être pas lu dans le courrier des lecteurs ces derniers jours de l'Irish Times. Je vous le lis dans la langue d'origine. C'est la définition du Brexit. Brexit, the undefined, negotiated by the unprepared, to get the unspecified for the uninformed. Alors je me suis essayé à en faire une version française, ce qui donne à peu près ceci, mais c'est moins costaud. Le Brexit, c'est l'indéfini négocié par les impréparés afin d'obtenir le non spécifié au bénéfice des mal informés. Mesdames et messieurs, merci de votre attention sympathique.